Nous avons besoin de mobiliser des femmes compétentes pour assumer des responsabilités dans les instances où leurs spécificités peuvent apporter aux institutions. Car, vous l'avez bien compris, au-delà de la mixité recherchée et des candidatures féminines attendues, nous recherchons des femmes et des hommes avant tout motivés et de valeur pour siéger dans des instances dont les décisions prises ont des répercussions potentielles sur bien des entreprises, des territoires et peut-être même sur chacune d'entre elles. Nous avons besoin de votre mobilisation et de vos compétences, femmes chefs d'entreprise, chefs d'entreprise ou DRH. Aussi, merci d'avoir bien voulu participer à ce webinaire, d'être présent. Et nous allons ainsi vous faire découvrir plus en détail ce que sont les fonctions de juge ou conseiller prud'homal et plus généralement le fonctionnement des tribunaux prud'homaux de notre département. Merci d'être là. Nous avons besoin vraiment de la mobilisation de tous pour relever les défis qui nous attendent, surtout en cette période post-Covid. Nous l'espérons le plus rapidement possible. Et nous espérons aussi que de nombreuses vocations se révéleront à l'issue de ce webinaire, car il y a urgence. Nous avons besoin de vos candidatures et de vos mobilisations pour fin mars. Nous restons donc à votre disposition, en tant que réseau FCE, et vous allez maintenant découvrir plus en détail par leurs témoignages les prud'hommes de Nantes et de Saint-Nazaire. Je vais donc maintenant donner la parole à messieurs Jean-Claude Brual, président du tribunal prud'homal de Nantes, et à monsieur David Rondeau, président du tribunal prud'homal de Saint-Nazaire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Corinne. Merci aux deux présidents, effectivement, d'intervenir dans ce cadre-là. L'idée est de présenter, en fait, distinctement l'émission du Conseil et nous laisserons ensuite la parole à deux témoignages de conseillères au sein des deux tribunaux. Monsieur Bruel, je vous propose de démarrer cette présentation. Alors, Monsieur Bruel, vous m'entendez? Monsieur Rondeau, m'entendez-vous? Ah, on ne vous entend pas, par contre, au son. La technique est parfois compliquée. Très bien. Non, non plus. Et Monsieur Bruel vient de partir. Je vais à ce moment-là donner la parole immédiatement à nos deux témoins qui, elles, effectivement, sont bien présentes. Effectivement, donc j'avais demandé on reviendra sur la présentation du conseil ensuite, à Alexandrine Glover et Nathalie Castelin, effectivement, de nous présenter le mandat de conseiller prud'homme, et on vous fera ensuite une présentation plus générale, effectivement, du conseil. Très bien, bonjour à tous. Donc, je suis Alexandrine Glover. J'ai un parcours de responsable ressources humaines et de consultante en ressources humaines, donc très active. Et une des questions effectivement qui se pose quand on prend un mandat, surtout quand on a donc une activité professionnelle qui oblige à se déplacer beaucoup, une vie familiale avec 3 enfants notamment, et puis un époux qui lui-même se déplace beaucoup, c'est la question de la disponibilité. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis impliquée donc dans l'activité de conseiller prud'homal employeur depuis les élections de 2008, donc j'entame mon deuxième mandat. Et c'est effectivement un point qui m'inquiétait avant de m'engager et sur lequel je peux dire que c'est vraiment quelque chose qui se gère malgré donc, la contrainte de temps. Aujourd'hui, pour faire simple, c'est un mandat qui, au global, me prend à peu près 2 demi-journées par semaine. Alors, 2 demi-journées par semaine, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous êtes conseiller prud'homal employeur, vous êtes sollicité pour les audiences de conciliation, pour les audiences de bureau de jugement et pour ce qu'on appelle les délibérés. À savoir que quand vous avez un bureau de jugement, vous avez donc à peu près 7 ou 8 affaires qui vous sont présentées. Et après les affaires, les conseillers prud'homaux se réunissent pour ouvrir les dossiers et pour donc travailler sur le jugement et la décision à prendre.
Donc, ça nécessite, je dirais à peu près 3 à 4 séances de travail pour un bureau de jugement, c'est-à-dire pour 9 affaires. Donc, globalement, les audiences sont en demi-journée, c'est-à-dire soit le matin, soit l'après-midi. Le travail de délibéré entre conseillers prud'homaux est également en journée, donc demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi. En revanche, le travail, je dirais, de rédaction, parce que au Conseil des prud'hommes de Nantes, tous les conseillers prud'homaux rédigent et non pas seulement le président, comme dans certains tribunaux. C'est quelque chose que je prends davantage sur mon temps personnel. Bon, après, c'est un choix de ma part, hein. Je le fais plutôt en soirée. En tout cas, me concernant, même si c'est quelque chose de très exigeant, le bénéfice est tel par rapport à ce qu'apporte cette activité. Et là, je laisserai Nathalie Castelin vous présenter les raisons pour lesquelles généralement on s'engage, et puis je compléterai éventuellement par la suite. Je dirais que le bénéfice de cette activité est tel que la charge de travail que ça représente, pour moi, n'a jamais été un problème. Merci, merci beaucoup Alexandrine. Effectivement, Nathalie, je te propose de prendre la parole par rapport notamment à la différenciation aussi, hein, on le verra un peu tout à l'heure, mais entre le Conseil de Nantes et de Saint-Nazaire, l'activité est peut-être pas la même, bien que j'en doute. Et comment toi, effectivement, tu as vu et souhaité en fait intégrer ce mandat, et comment tu le vis en fait aujourd'hui par rapport à ton activité pro notamment. Alors, bonjour à toutes et à tous, pardon. Donc, déjà, je le vis très bien, même si le démarrage était parce que c'est un renouvellement et nous étions tous des jeunes conseillers. Donc, voilà, au début, il faut trouver ses marques, savoir où se renseigner, etc. Mais bon, ça s'est bien fait. Nous, par rapport à Nantes, c'est vrai qu'on a moins d'affaires, surtout avec le Covid ou la Covid, je ne sais jamais comment on dit. Nous, je trouve que l'organisation s'est mal bien faite, étant donné qu'on a 3-4 affaires par matinée. De notre côté, tout le monde aussi rédige. Donc, c'est vrai que moi, je siège. Donc, cette année, on a réussi à s'organiser 2 fois par mois, 2 matinées par mois. Et puis après, sur chaque affaire, comme il y a 3-4 affaires, et qu'on est 4 conseillers, on prend chacun une affaire à étudier. Donc, une étude d'affaires peut prendre une demi-heure, comme elle peut prendre 3 heures. Tout dépend évidemment des demandes effectuées. Le délibéré, c'est pareil, j'en ai 2 cet après-midi, ça peut prendre une demi-heure, comme ça peut prendre 5 heures pour délibérer si on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et après, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on va en départage. Et la rédaction, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un petit peu rébarbatif au départ parce que bien évidemment, c'est très important ce qu'on écrit dans le prononcé et il peut y avoir des répercussions importantes derrière au niveau de l'appel, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut être très vigilant et ne pas hésiter à demander de l'aide aux personnes confirmées. Pour ma part, je suis venue à vouloir être conseillère tout simplement parce que j'ai vécu au sein de mon entreprise un conseil, un prud'homme, qui heureusement pour moi s'est bien passé, mais ça m'a attirée, ça m'a interpellée dans le sens où, parce que moi je suis une TPE, hein, j'ai 3 petites sociétés, et je me suis dit que beaucoup de gens devaient être condamnés, non pas par mauvaise foi, mais tout simplement par manque de connaissances. Donc, j'aime faire ça parce qu'en même temps, je n'hésite pas à expliquer aux petites entreprises l'intérêt d'être vigilant par rapport à certaines choses dont l'employeur est responsable. Et donc, ça évite derrière des mauvaises surprises par méconnaissance. Je dirais qu'il y a une très bonne ambiance, en tout cas sur Saint-Nazaire, même si l'objectif, évidemment,
c'est d'essayer de défendre, pour ma part, l'employeur. On le fait dans des bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on est vraiment sain d'un côté comme de l'autre. C'est la loi qui s'applique, c'est les textes et ça s'est toujours bien passé jusque maintenant et je ne regrette absolument pas d'avoir intégré les prud'hommes de Saint-Nazaire. Je ne sais pas si je vais dire autre chose. Moi, j'ai une question pour toutes les deux. Pourquoi est-ce qu'au départ, vous avez souhaité devenir conseillère prud'homale? Alors, comme moi je le disais tout à l'heure, c'est parce que j'ai eu une affaire personnelle et que de ce fait-là, ça m'a attirée et que je voulais essayer aussi d'aider les TPE. Et donc, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont en TPE et je les renseigne souvent. Et c'est vrai que mon téléphone sonne souvent, me disant qu'est-ce que tu crois qu'il faudrait que je fasse, etc. Donc, ça m'arrive parfois de faire des réunions aussi en leur disant attention, les prud'hommes, on ne les perd pas toujours, mais il faut être vigilant dans nos obligations. Et parce que aussi, j'aime bien apprendre des choses nouvelles et puis que ça me sert au quotidien. Je passe la parole à Alexandrine. Alexandrine. On t'entend pas. C'est toi qui… Voilà, c'est bon, tu m'as débloqué. Ok, alors moi, en ce qui me concerne, j'ai commencé à m'intéresser au sujet le jour où j'ai reçu une décision qui me paraissait injuste. Alors, mon dossier, j'avais quand même un bon avocat, j'avais bien préparé mon dossier et justement, j'étais assez frustrée de voir que la décision me paraissait quand même assez sévère. Et il se trouve qu'en plus, à l'époque, mon patron, Philippe de Porzampar, de l'époque, était vice-président du MEDEF. Et on s'est dit tous les deux que la meilleure façon de vouloir faire bouger les choses, c'était de pouvoir prendre les moyens qu'on nous donnait. Et effectivement, le fait de s'engager comme conseiller prud'homal employeur, eh bien, ça vous permet de peser sur les décisions, de comprendre comment on arrive, comment on construit un jugement, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est la mécanique, et finalement, eh bien, de contribuer à la construction du droit. Et je dirais que c'est cette première conviction qui a fait que Philippe de Porzampar et moi donc avons décidé que j'allais représenter donc les employeurs, parce qu'il faut avoir quand même une délégation de l'employeur pour pouvoir se présenter au Conseil des prud'hommes. Et c'est vrai qu'on n'a pas été déçus parce que finalement, ça permet de bien comprendre quelle est la vision des juges quand ils voient une affaire arriver, à quoi il faut être attentif. Ça permet de comprendre que finalement, ok, on juge en droit, mais les conseillers prud'homaux, ils sont comme saint Thomas. Ils ne peuvent croire que ce qu'ils voient. Donc, ça permet de comprendre toute l'attention qu'il faut apporter à la présentation d'un dossier, aux pièces que l'on communique, d'anticiper dans sa pratique professionnelle quelle est la formalisation, le niveau de formalisation qui est important. Et donc, je dirais que je n'ai pas non plus été déçue. L'autre point qui m'a poussée aussi à me présenter, c'est que j'étais dans une entreprise où il n'y avait pas de syndicat. Et même si j'étais habituée à négocier avec des représentants du personnel, j'étais intéressée à pouvoir négocier avec des syndicats, ce qui n'était pas possible dans mon entreprise. Et je dirais que sur ce point-là, c'était extrêmement formateur parce que bien entendu, au Conseil des prud'hommes, eh bien, les conseillers prud'homaux, vous avez moitié employeurs, moitié salariés. Les salariés sont envoyés, ce sont les représentants de leur centrale syndicale. On vous envoie mécaniquement les personnes les plus formées, les plus aguerries aux négociations. Et cette partie-là m'intéressait et je n'ai pas été déçue. Voilà, je dirais pour ma part les principales raisons qui m'ont poussée à m'engager. J'ai une question, quels sont les prérequis en fait pour devenir conseiller prud'homme? Je dirais qu'il n'y en a pas, si ce n'est qu'il y a des conditions particulières, je dirais, de désignation. Je dirais toute personne ne peut pas devenir
conseiller prud'homme, il faut avoir au minimum 2 ans d'activité sur les 10 dernières années. Il faut être soit dirigeant d'une entreprise avec au moins un salarié, soit être salarié d'une entreprise et avoir une délégation d'autorité sur le personnel, c'est-à-dire recruter et licencier. Ensuite, il y a une condition de territorialité, c'est-à-dire qu'il faut être dans une entreprise du département sur lequel vous souhaitez vous positionner ou dans un département limitrophe du conseil de prud'homme sur lequel vous souhaitez vous positionner. Je le dis souvent, mais vous pouvez peut-être réagir à ce propos-là. Il n'y a pas de formation préalable obligatoire. On ne recherche pas une compétence quand on recherche un conseiller prud'homme. On recherche quelqu'un qui a du bon sens. Ce que j'ai usage de dire, c'est que les éléments juridiques, ce sont aux parties de les fournir au conseiller prud'homme. C'est pas à vous d'aller les chercher. Je sais pas si vous pouvez me confirmer mon propos ou pas par rapport à la formation. Alors, me concernant, je peux confirmer, en effet, je n'ai aucune formation juridique, puisque moi, j'avais un BTS de secrétariat de direction. Et donc, mais j'ai toujours été attirée vers le droit, vers tout ce qui était juridique, les textes, etc. Et c'est toujours moi qui m'occupais de cette partie-là, contrairement à mon mari. Mais comme tu disais, Yann, c'est les avocats qui fournissent les textes de loi, les articles, etc. Maintenant, après, c'est à nous à vérifier, bien évidemment, que les articles correspondent bien et qu'ils ne mettent pas qu'une partie qui les intéresse, parce que parfois, c'est des filous. Et on vérifie ça. Mais c'est vrai que, voilà, on a la source et après, on vérifie. Et puis, avec l'habitude, il y a quand même des textes de loi qui reviennent de façon récurrente. Alors, moi, en ce qui me concerne, j'avais effectivement une bonne base juridique avant de commencer, mais je confirme que la présentation des dossiers qui nous sont faits est suffisamment bien documentée et bien articulée pour permettre à quelqu'un qui sait lire et qui sait quand même comprendre de pouvoir exercer. Notamment, il y a quand même, je le souligne, les formations donc destinées aux conseillers prud'homaux qui sont là pour accompagner. Et puis, moi, je sais qu'en ce qui me concerne, quand il nous était soumis des choses un peu inhabituelles et un peu complexes en droit, on n'hésitait pas à demander le support juridique de personnes comme Yann au MEDEF. Et ça, c'est vraiment très, 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 très précieux et ça nous accompagne bien dans notre fonction. Je dirais, et ça, c'est peut-être aussi un message à l'intention de tous les employeurs qui pourraient avoir des dossiers à constituer, il faut quand même bien réaliser, mettez-vous en tête qu'il n'y a pas plus feignant qu'un conseiller prud'homal. Alors, je m'explique. Comme disaient Yann et Nathalie, il faut lui apporter les éléments, que ce soit en droit ou que ce soit en éléments de preuve. Nous, on ne pourra prendre en compte que ce qu'il y a dans les dossiers. Donc, à vous effectivement de nous les apporter. Lauriane, on a la chance effectivement d'avoir une troisième conseillère prud'homale présente en plus des deux présidents. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, je pense que tout a été dit en fait. C'est vrai que sur le temps requis et à consacrer à la fonction, moi j'ai comptabilisé entre 2 jours et demi par mois, 2 jours et demi, 3 jours. C'est passionnant. En fait, on découvre beaucoup de choses. Il faut être prêt à effectivement argumenter face à des conseillers prud'hommes salariés qui oublient parfois un petit peu l'obligation d'objectivité. Donc, il faut aussi rappeler que on est là pour faire du droit avant tout et pas simplement une activité syndicale. Voilà, je pense qu'il faut avoir envie d'apporter un équilibre justement à ces jugements de conseillers prud'hommes. On est là pour apporter une pratique, certes jugée en droit, mais apporter aussi une vision pratico-pratique de l'entreprise et de la vie de l'entreprise. Voilà. Très bien, merci. Je complète sur les éléments du dossier en fait de présentation. Pour être désigné conseiller prud'homme, ça passe obligatoirement par une organisation professionnelle, du moins pour le collège employeur.
Donc c'est nous qui réceptionnons en fait les candidatures des différents candidats et candidates. Je vous ai remis en fait les éléments nécessaires. Alors c'est un dossier administratif, mais un dossier nécessaire pour que nous puissions le faire valider ensuite au ministère pour cette désignation. 3 étapes. Première étape, c'est le contrôle de la candidature par le MEDEF. Alors, une étude des dossiers et des candidatures par le conseil d'administration du MEDEF 44. Ensuite, une saisie en fait des candidatures par nous sur le site dédié. Et enfin, un examen et un complément de dossier éventuellement par le ministère s'il y a des besoins d'affinage, de points particuliers ou de pièces pour le ministère. On compte environ, je dirais, 2 à 3 mois de passage, en fait, de formalisme administratif pour une telle désignation. Aujourd'hui, nous avons effectivement un calendrier en cours par rapport à une désignation complémentaire. C'est-à-dire que nous devons remplacer des candidats, enfin des conseillers démissionnaires en poste précédemment pour fin mars. Ensuite, nous aurons potentiellement d'autres candidatures à remplacer en cours de mandat jusqu'à 2022, qui sera la date de renouvellement de l'ensemble des conseillers en poste actuellement. Les besoins, nous en avons en fonction de certaines sections et en fonction de certaines positions. C'est-à-dire que nous ne pouvons remplacer, ça c'est un point particulier vis-à-vis du Conseil de prud'homme, nous ne pouvons remplacer une femme que par une femme et un homme que par un homme. C'est le principe de la parité, je dirais, au sein du Conseil de prud'homme. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'en faire part et on échangera sur la potentialité effectivement de postes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai 8 postes à pourvoir sur les 2 conseils de Nantes et Saint-Nazaire. La durée d'engagement, effectivement, c'est 4 ans, si ce n'est que le mandat actuel a été repoussé d'1 an, donc à 5 ans. Le mandat précédent a duré 9 ans. Bon, c'était exceptionnel, mais il a duré 9 ans. Mais normalement, effectivement, la durée du mandat est de 4 ans. Alors, j'ai une autre question. Est-ce un jugement autant sur le fond que sur la forme qui est attendu? Alors, n'hésitez pas, Madame Bellard, à compléter votre question. Oui, en fait, c'est par rapport aux prérogatives véritablement qui sont possibles au niveau des tribunaux prud'homaux, de ce que j'en sais. C'est pour ça que je vous demande des précisions. Là, c'est vraiment à titre instructif et beaucoup de personnes peuvent me poser la question. C'est d'un point de vue juridique, on sera sur la forme. D'un point de vue fond, on sera en effet sur des aspects autres et constitution de dossier dont vous parliez. Donc, qu'est-ce qui est attendu en fait comme analyse et quelles sont les prérogatives en fait d'un tribunal prud'homal? Alors, qu'est-ce qui est attendu par rapport à l'expérience? Je dirais que c'est l'organisation professionnelle qui est désignataire qui attend quelque chose. Le conseil de prud'homme, je dirais pas qu'il n'attend rien, mais n'a pas la main, n'a pas je dirais la possibilité de désigner. Toutefois, clairement, ce qu'on va attendre d'un candidat au poste de conseiller prud'homme, alors s'il a de la technique, et notamment pour les DRH, les RH, obligatoirement, ils en ont, c'est-à-dire qu'ils ont certaines expériences juridiques, c'est un plus. Mais l'avantage et l'intérêt particulier, c'est surtout l'expérience, le bon sens, la logique finalement du conseiller et sa capacité aussi à discuter. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer mon propos. Alors, Monsieur Rondeau ou Monsieur Bruel, vous qui dirigez, je dirais, en tant que président des conseils, c'est prud'homme. C'est la capacité finalement à travailler ensemble, à travailler en collectivité, et la capacité aussi à faire passer des messages, je dirais, parce que vous êtes dans un contexte dual, un contexte paritaire, en face desquels vous allez avoir des conseillers salariés qui peuvent parfois, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, avoir des positions obtuses sur leur problématique. Monsieur Bruel, je propose de... vous devez réactiver votre micro. Monsieur Rondeau, j'arrive pas à vous avoir.
ni l'un ni l'autre. Hop, bon. Ah, Est-ce que vous m'entendez, Monsieur on vous Limite? entend, Monsieur Rondeau. Allez-y. Alors, rappelez la question parce que j'ai été coupé là. Alors, les prérogatives d'un conseiller, qu'est-ce qui fait qu'un conseiller sera un bon conseiller, je dirais, par rapport à vos attentes au conseil de prud'homme? Il sera solidaire de son collègue. La première chose qu'il doit le faire en délibéré, c'est être en permanence solidaire de celui qui l'accompagne, du même collège, et d'axer tout le délibéré et la défense généralement du défendeur sur cette solidarité que nous n'avons pas forcément toujours. Suis-je clair? Monsieur Rondeau? Eh bien, oui, je rejoins les propos de Jean-Claude. Hein. Bien évidemment, une solidarité au niveau du collège, c'est indispensable. Faut savoir aussi que c'est délibéré, puisque tout se passe dans les délibérés où nous prenons les décisions. C'est aussi une espèce de jeu de rôle entre les conseillers. Donc, les deux conseillers doivent être en osmose parfaite et faut savoir qu'en face nous, on a des conseillers salariés qui n'ont pas nécessairement le même objectif, bien sûr, puisque c'est tout l'attrait du Conseil des prud'hommes, de cette confrontation, cet échange. Mais en tout état de cause, il faut être tout à fait en phase sur les problèmes de droit, c'est-à-dire l'analyse du dossier, d'où l'intérêt d'étudier les dossiers avant de délibérer, pour qu'ensuite, par cette forme de jeu de rôle entre les deux conseillers, le jeu de questions-réponses, qui permettent de faire évoluer les positions de chacun. Mais c'est surtout une très grande solidarité des deux conseillers représentant le collège employeur vis-à-vis des deux conseillers du collège salarié. Très bien. Je liste les questions. Quelle est la répartition homme-femme, section et lieu des mandats à pourvoir? Alors, la répartition, c'est 50-50 au sein des conseils. Aujourd'hui, la parité est une obligation pour les organisations désignatrices. Toutefois, là, aujourd'hui, j'ai majoritairement des postes de femmes à pourvoir sur la désignation complémentaire au mois de mars. Après, si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé, il faudra qu'on échange, parce que ce n'est pas parce que j'ai des postes à pourvoir actuellement que j'en aurai pas demain. Je sais que j'aurai d'autres postes à pourvoir demain. Donc, ça m'intéresse toujours d'avoir effectivement vos candidatures. Ça rejoint la deuxième question. Ça rejoint une autre question. Est-ce que je garde les candidatures si aucun poste est disponible? Oui, bien sûr. Nous avons un vivier, je dirais, de conseillers et de conseillères potentiels qui sont utilisés tant aujourd'hui que au moment des désignations, des renouvellements plutôt, et notamment en 2022. Si je n'ai pas pu positionner quelqu'un en cours de mandat parce qu'il n'y avait pas de poste à pourvoir dans la section, clairement, je le garde pour le renouvellement et on fait le point au moment effectivement du renouvellement. Troisième question, si on souhaite être conseiller, l'employeur peut-il refuser? Oui, bien sûr. L'employeur doit fournir aux salariés, pour être présent dans la section, dans le collège employeur, une délégation d'autorité, c'est-à-dire la désigner en tant que représentante employeur au sein du conseil de prud'homme. Donc, il peut refuser et je dirais même que vous devez avoir son accord pour être conseillère ou conseiller prud'homal. Alexandrine? Oui, Yann, pour compléter ton propos, moi, ce que je peux partager comme témoignage, c'est que depuis ma première élection, j'ai changé 2 fois d'employeur et à chaque fois, tous mes patrons ont accepté que je garde ce mandat parce que même si on a la position qui nous permet d'avoir la délégation, il faut quand même l'accord du dirigeant. Et tellement c'est intéressant quand même pour une entreprise. C'est intéressant pour une entreprise parce que du coup, on sait pour son entreprise qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui est rattrapable, qu'est-ce qui l'est moins. Et ça a vraiment une valeur ajoutée pour l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que le dossier est le même pour le renouvellement de mandat? Oui, c'est
probablement le même. Après, effectivement, on n'est pas à l'abri en fait de nouvelles modalités en 2022. Hein, ça, je peux pas le présumer. En cas de désaccord entre les conseillers salariés et les conseillers patronaux, quel est le pouvoir et le rôle du président? Alors, ça va me permettre de donner la main à Monsieur Rondeau et à Monsieur Bruel pour qu'ils nous présentent un peu plus effectivement le fonctionnement du Conseil de prud'homme assez rapidement, si cela ne vous dérange pas, je dirais pour savoir un peu plus comment fonctionne le Conseil. Et si vous pouvez répondre à cette question en même temps, allez-y, n'hésitez pas. Monsieur Rondeau? Alors, vous m'entendez bien, là, ça va? Oui, on vous entend. Alors, les conseils de prud'homme fonctionnent à peu près partout en France de la même façon. Sur Saint-Nazaire, il y a donc 46 conseillers prud'homaux, un président et un vice-président, bien évidemment, pour le conseil et pour chaque section. Il y a les bureaux de conciliation et d'orientation, les bureaux de jugement, le délibéré, le départage et le référé. Donc ça, c'est les principaux postes en fait du Conseil de prud'homme. Sur les bureaux de conciliation et d'orientation, c'est simplement la parité est assurée par un conseiller salarié, un conseiller employeur. Pour les bureaux de jugement, c'est 2 conseillers employés, 2 conseillers employeurs. Et pour les départages, non, pour les référés, c'est également un seul conseiller de chaque collège en fait qui assure la parité. Ensuite, 2 mots sur le départage. Donc, l'objectif, bien sûr, d'un conseil, c'est de pouvoir prendre une décision suite aux problématiques qui nous sont posées, c'est-à-dire les dossiers qui nous sont présentés. Néanmoins, il arrive quelquefois que on se met pas d'accord avec les conseillers du collège salarié, et dans ces cas-là, on décide d'aller en départage, c'est-à-dire d'avoir le recours d'un magistrat professionnel qui va reprendre ce dossier dans le cadre d'une nouvelle audience, hein, et qui, là, par contre, la décision sera prise par le magistrat professionnel à l'instar des décisions que nous prenons, nous, lorsque nous faisons notre délibéré. Donc voilà, en gros, hein, après, sur le référé, c'est uniquement les demandes d'urgence, hein, qui sont organisées, bien sûr, toutes les semaines, hein, c'est une obligation de la loi, hein, et c'est de l'urgence. Il faut savoir que le référé est toujours, bien sûr, une décision provisoire, hein, qui peut être modifiée après dans le cadre du fond. Donc voilà à peu près en 2 mots, hein, je peux répondre à d'autres questions, mais c'est une présentation un peu rapide, hein, je le reconnais. Est-ce que le président a un pouvoir particulier par rapport Le président n'a pas de pouvoir particulier. Alors, les présidences, présidence d'audience, c'est bien sûr la police de l'audience, hein, mais sa voix ne compte pas double. Il y a toujours le paritarisme, c'est-à-dire que une audience avec une formation à 4 juges, 2 salariés, 2 employeurs, chaque voix compte, hein, et la voix du président qui présidait cette audience ne compte pas double. Après, sur la présidence du Conseil des prud'hommes que j'assume moi depuis plus de 10 ans, on a moins de prérogatives que nous avons eues. Néanmoins, le rôle du président d'un conseil, c'est de garder l'harmonie, bien sûr, entre les 2 collèges. Hein. Faut régler tous les conflits. C'est comme la gestion d'une entreprise. Hein. Je vois à Nantes, il y a 124 salariés, 124 conseillers des 2 collèges. À Saint-Nazaire, il y en a 46. Eh bien, c'est un peu des fois la guéguerre, et le président est là pour écouter et aussi transiger. Hein. Quand il y a des bornes qui sont dépassées, bien, on doit intervenir. C'est pas facile parce qu'il faut toujours garder cet équilibre et éviter de mettre le feu au conseil. Voilà, en gros, c'est le rôle du président du conseil. Mais après, dans chaque section, le président n'a pas de voix prépondérante, mais il a un rôle prépondérant. C'est lui qui assure la bonne fonctionnalité de sa section, hein, qui organise les choses, les rôles, et qui, là aussi, doit
écouter lorsqu'il y a des difficultés et rassurer. Bien. Merci beaucoup. Monsieur Bruel, je vous laisse la parole et en premier temps, je vous pose la question de quels moyens disposent les conseillers pour juger. Alors, on ne vous entend pas. Bon, Jean-Claude, il n'entend pas. Bon, je pense. Je prends la parole. Donc, de quels moyens on dispose? On dispose effectivement des moyens de droit, c'est-à-dire que c'est d'abord l'exposé des faits, les pièces qui nous sont soumises, et bien évidemment, à partir de ces éléments-là, on doit juger en droit. Évidemment que c'est pas parce qu'on a un beau dossier présenté par le salarié ou un beau dossier en défense qu'on va se positionner. On va examiner bien évidemment toutes les pièces qui nous sont soumises et il faut être extrêmement vigilant dans cette production de pièces on les a pas toutes, hein, je veux dire, et tout à l'heure j'entendais une conseillère qui disait qu'il fallait être vigilant parce qu'on n'écrit pas tout. Donc c'est un travail d'examen très précis et ensuite de valorisation de ces pièces, quoi. C'est-à-dire que les différentes attestations, est-ce que elles émanent de telle ou telle personne, hein. On a par exemple assez souvent dans des conflits sur des phénomènes de harcèlement ou autres, hein, dans les dossiers qui nous sont soumis, on a des témoignages de salariés qui, en regardant bien disons ce salarié, on s'aperçoit qu'en définitive, il n'était plus dans l'entreprise depuis déjà 2 ans au moment des faits. Mais néanmoins, ce sont quand même des attestations qui vont venir nourrir le dossier. Donc, il faut être vigilant, il faut bien regarder le dossier sur le plan contemporain, c'est-à-dire ce qui s'est passé, et répondre aux demandes en droit et en fait et à l'appui des éléments qui nous sont soumis. Merci. Monsieur Bruel, on vous entend ou pas? Oui. Ah. Vous m'entendez là? On vous entend. Moi, j'ai une question. Est-ce que les salariés gagnent à chaque fois au prud'homme? Pardon? Non. Ça, c'est quelque chose que nous entendions il y a de nombreuses années, un peu moins aujourd'hui. Mais c'est peut-être ce qui influence cette vision des choses, c'est peut-être que quand ils gagnent quelquefois un procès, si on peut gagner ça, appeler ça comme ça, quand ils gagnent quelquefois, ils se mettent, ils présentent ça à la presse immédiatement, donc le lecteur a tout de suite l'impression qu'un gros gain est passé par là, une grande décision a été prise en faveur des salariés. Moi, je voudrais revenir un petit peu et accompagner le commentaire de Daniel, simplement en disant qu'il faut être sur les rédactions. Lorsque nous confions, en qualité de président, nous confions une rédaction à un autre conseiller, il faut être très vigilant sur la discussion que l'on va retrouver sur le projet de rédaction. Il faut être très vigilant qu'elle soit conforme au délibéré, qu'il n'y ait pas une intention particulière qui donne un avis différent ou une lecture différente au lecteur qui, lui, n'a pas participé ni au délibéré ni à l'écoute des plaidoiries. Je crois que c'est très important et une de mes collègues a soulevé le problème semaine dernière et elle a à juste raison. Elle doit effectivement s'alarmer si elle pense que des éléments qui figurent sur la rédaction n'ont pas été délibérés, formation complète. Voilà. Ça me paraît très important, c'est là qu'est la vigilance. La solidarité pendant le délibéré, la vigilance à la lecture des textes qui nous sont proposés par nos collègues salariés. Vous voulez que j'en rajoute? Non, Jean-Claude, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire parce que je viens juste actuellement de… Vous voyez, j'ai un dossier là qui représente 40 pages. C'est justement un signalement que je vais adresser au premier président de la Cour d'appel sur ce que tu viens d'expliquer, à savoir que
une rédaction qui était confiée pour autant au collège salarié ne reflète pas la décision qui a été prise à l'unanimité, et donc les conseillers employeurs se trouvent floués, et donc on fait cette requête que je vais transmettre au Premier président. Ces rédactions posent énormément de problèmes parce qu'elles sont faites à l'aveugle, et je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Tout simplement, elles reprennent dans les faits, dans les thèses et moyens des partis, elles prennent 4-5 pages et ensuite elles vous mettent une discussion qui ne tient que sur une feuille, mais qui ne représente pas la réalité du délibéré. Même si, quand on a quelquefois le réflexe d'aller dans la finalité de la rédaction et en lisant par ses motifs, on s'aperçoit qu'on a gain de cause. C'est effectivement le résultat. Mais la discussion est totalement faussée et le résultat peut être totalement différent si l'affaire est portée en appel. Donc il faut être très vigilant, il faut décaler la mise à disposition de la décision s'il y a matière à réunir la formation, réunir à nouveau la formation sur le sujet et voire même alerter le président ou la présidente du conseil de prud'homme qui peut donner son avis sans modifier la décision de la formation. C'est très important parce que on est sûr d'une décision et lorsqu'elle passe en appel, on est infirmé et on n'a pas tout compris. Donc c'est très important cette vigilance dans la lecture. Ils ont l'habitude de nous inonder de phrases sur des conclusions qu'ils ont lues et qu'ils ont quasiment recopiées, ce qui fait qu'on fatigue à la 5e feuille et on peut laisser passer des choses. Et là, il faut être très attentif. Je pense que la bonne rédaction, quand on est en lecteur, il faut la commencer à la discussion. Merci beaucoup. J'ai une question. Quel poids est accordé au témoignage lorsqu'il émane des salariés et en lien de subordination, toujours présent avec l'employeur mis en cause? Alors, une question très pratique. Il faut être très prudent. En matière de témoignage et d'attestation, il faut être très prudent. D'abord, il ne faut pas toutes les rejeter. Même celle qui n'est pas conforme au texte peut apporter quelque chose dans le dossier. Elle doit être utilisée surtout si elle nous aide dans nos conclusions. Donc, elle doit être étudiée comme les autres. Le témoignage des gens qui sont toujours en activité dans les entreprises, mais nous pouvons être concernés. Nous pouvons avoir des attestations de personnes qui témoignent pour l'employeur. Et elles sont toujours en activité. Je ne vois pas pourquoi on mettra en doute le fait d'être... Pourquoi un salarié pourrait témoigner en étant dans l'entreprise et pas secrétaire général ou quelqu'un d'autre ou vice-président ne pourrait pas témoigner sous prétexte qu'il y a un lien de subordination. Il existe partout. Les textes même propres aux attestations sont très clairs. L'attestation doit être lue, elle doit présenter un format juridique classique, mais la jurisprudence, et excusez-moi de temps en temps de faire de la jurisprudence, la Cour de cassation a dit aussi que toutes les attestations n'étaient pas à rejeter, elles apportent toujours un témoignage. Donc, il ne faut pas nécessairement les rejeter. Merci. Par contre, la boulangère qui vous dit que le salarié passait tous les jours à 20 heures, donc nécessairement il faisait des heures supplémentaires, non. Okay. Non, ce n'est pas un témoignage. C'est une commerçante qui donne un avis sur les horaires de son client. C'est tout. Merci beaucoup, Monsieur Rondeau. Est-ce que les audiences sont toujours publiques? Les personnes qui y assistent sont-elles nombreuses? Et comment ça se passe là en cas de Covid, avec la situation particulière du Covid? Alors, les audiences sont normalement, bien sûr, publiques, hein, et les dispositions que nous avons prises par rapport à la Covid font que nous avons modifié l'organisation des audiences, à savoir que nous convoquons
à heure fixe, de manière à ce qu'il n'y ait pas de brassage de masse, hein, parce qu'une audience peut des fois recueillir, enfin les audiences publiques, quand on a par exemple 4 ou 5 affaires appelées, il peut y avoir 25 à 30 personnes dans la salle. Donc ça n'est plus possible par rapport aux différents décrets liés à la Covid. Hein. Et donc à Saint-Nazaire, nous convoquons, si je prends l'exemple de l'industrie, on va convoquer 4 dossiers dans l'après-midi. Premier dossier 14h15, deuxième dossier 15h15, 16h15, 17h15 s'il y a 4 dossiers. On accorde 1 heure par dossier avec uniquement le public concernant l'affaire appelée. Et parce que nous avons l'obligation de désinfecter les bureaux, enfin tout ce qui a été touché par les personnes extérieures, il y a une désinfection après chaque dossier. Voilà comment on est organisé. Merci beaucoup. Monsieur Bruel. Un an, pas de public. D'accord. Un an, pas de public dans la salle. L'appel des affaires se fait dans la salle des pas perdus et les affaires, les parties sont appelées au fur et à mesure juste pour les plaidoiries. Okay. Mais il n'y a aucun public. Un stagiaire peut de temps en temps être toléré, mais c'est le président d'audience qui décide avec ses collègues. Très bien. Je vous laisse la parole, Monsieur Bruel. Qui est en charge de la rédaction des échanges, hein? Qui est en charge de la rédaction des jugements? Qui est-ce qui est en charge de la rédaction? Qui rédige? Dans la logique, c'est le président qui en a la responsabilité. Il peut et il doit, notamment envers ses collègues les plus proches, les aider et leur proposer des rédactions. Ça se fait beaucoup maintenant dans les sections. Auparavant, seuls les présidents rédigeaient. Aujourd'hui, il y a un partage qui se fait et qui est excellent. Quelquefois, il nous arrive de prendre, lorsque nous ne sommes pas en présidence, il nous arrive de prendre des rédactions de notre collègue salarié président. Il arrive que nous le fassions. Certaines fois, il se propose sur des dossiers et c'est là qu'il faut être très attentif puisque le président d'audience ou la présidente d'audience, normalement, est la première en réception du projet de rédaction. Il s'agit d'un projet de rédaction. Ça ne devient réellement une rédaction que lorsque c'est accepté par tout le monde et signé par le président d'audience ou quelqu'un qui l'aurait délégué. Mais avant, c'est un projet. Très bien. Merci beaucoup. Ce sont des projets qui prennent 10 lignes dans la discussion, il y en a presque autant par ces motifs, mais qui prennent 10 lignes dans la discussion et 4 pages dans les faits. Et enfin, la copie des conclusions des uns et des autres. Donc ça, il faut s'en méfier, il faut passer tout de suite à la discussion et rejeter, ne pas hésiter à rejeter, mais ça marche très bien. Et nos collègues, j'allais dire nos jeunes collègues, mais non, nos collègues, celles et ceux qui nous ont rejoints en 2018, s'y mettent, rédigent et puis arrivent à avoir de très très bons réflexes. On ne les trouve pas dans toutes les organisations, mais particulièrement, je ne veux pas flatter le MEDEF, mais particulièrement dans notre organisation professionnelle, les jeunes, vous en avez 2 exemples sur Nantes, vous en avez 2 exemples aujourd'hui que vous avez entendus. Moi, je n'ai pas entendu, mais j'ai l'occasion de les entendre assez souvent. C'est Alexandrine et Lauriane. Ok. Merci beaucoup. Monsieur Rondeau, comment se passe la prise de fonction d'un conseiller, ses premières audiences, sa première audience? Alors, un conseiller élu, bien sûr, va d'abord prêter serment. Ensuite, il sera installé lors d'une audience, hein, et après, il peut donc être inscrit sur les rôles et siéger dans des formations. Alors, principalement pour des nouveaux conseillers, on les fait siéger d'abord sur des bureaux de jugement, puisque ce sont des formations à 4 conseillers, c'est-à-dire 2 conseillers employeurs, 2 conseillers salariés. Moi, ma pratique à Saint-Nazaire, c'est d'éviter d'envoyer un conseiller nouvellement élu
en BCO parce qu'il se trouve, il y a que deux juges, un salarié et un employeur. Donc il y a toute une formation. Le conseiller va être progressivement intégré, il va assister à plusieurs bureaux de jugement, il sera bien sûr assesseur. C'est à lui de prendre des notes, de voir un petit peu comment se passe une audience, le déroulement. Et je rebondis un peu sur ce que disait Jean-Claude à l'instant. Il est important que les conseillers progressivement viennent à la rédaction, puisque il n'est pas tout à fait logique que le poids pèse totalement sur les présidents d'audience, parce que c'est une charge qui est normale, mais on peut répartir cette charge. Hein, et pour les nouveaux conseillers, je dirais qu'au bout d'une année d'assistance de présence à des bureaux de jugement, ils doivent pouvoir commencer à rédiger sans problème. Hein. Et de toute façon, les plus anciens sont là pour leur apporter le soutien et la pratique. Hein. On a tous été comme cela. Hein. Moi, quand j'ai commencé à rédiger mes premiers jugements, ben, je ne savais pas forcément comment faire et j'ai dû regarder déjà des jugements établis et puis prendre conseil auprès de différents conseillers qui avaient l'expérience. Hein. Mais tout ça, c'est un travail qui est très très intéressant, très enrichissant pour les conseillers, puisque à chaque audience, je dirais qu'on découvre des choses. Et après, c'est tout le travail du conseiller d'analyser ces choses et de pouvoir aller jusqu'à une décision qui sera rendue de façon paritaire. Merci, merci beaucoup. J'aurais une dernière question en fait à vous poser. Alors, pour le coup, à tous. Hein, qu'est-ce que vous y trouvez? Qu'est-ce que vous y... Voilà, pour le coup, surtout à vous, à Monsieur Rondeau et Monsieur Brouel, hein, quel est votre intérêt, finalement, à avoir ce poste de conseiller prud'homme, d'autant plus de président aujourd'hui au sein du CPH de Nantes et Saint-Nazaire, sachant que, là, je vous cache pas, hein, pour vous, c'est des mandats très prenants, c'est des temps très prenants. Alors, bon, de toute façon, il faut déjà partir du principe que je considère que pour moi, c'est une mission. C'est-à-dire, je me suis engagé par rapport à ce collège employeur. J'ai moi-même été employeur, donc je sais de quoi je parle. Hein, c'est une mission. Alors, le travail, effectivement, il est peut-être important pour un président de conseil ou un président de section. Néanmoins, c'est la répartition qui compte. Hein. C'est le soutien, c'est l'osmose entre le conseil qui fait que tout sera plus facile. Alors, ce qu'on apprend, c'est d'abord un enrichissement qui est sans nom, je veux dire, des rapports humains qui sont très, très importants, très intéressants. On n'en tire rien du tout sur un plan par rapport à son entreprise ou par rapport à sa fonction. On en retire beaucoup de très bonnes choses par rapport personnellement, quoi. C'est un vrai travail, un dialogue, des échanges chaleureux, des échanges humains qui sont très intéressants. Et ça apporte de toute façon une vision de notre société qui est un petit peu différente. C'est-à-dire le prisme d'une juridiction prud'homale sera différent de ce qu'on peut entendre et voir dans la presse. Hein. Donc, nécessairement, ça nous éclaire. Merci beaucoup. Monsieur Brouel, rapidement, on va arriver à l'horaire. Pardon? On va arriver à l'horaire. J'aurais du mal à ajouter d'autres choses après. Non, c'est l'enrichissement intellectuel qui est très important. Tous les gens que nous rencontrons n'ont pas la même situation dans les entreprises et les échanges sont parfaits. Mais le problème principal, si ce n'est pas un problème, mais le but principal, c'est que nous sommes mandataires, donc nous sommes en mission permanente et nous devons être en alerte permanente sur un tas de choses. Moi, si vous m'accordez 2 secondes, hein, je cherche à rattraper le temps que j'ai perdu au départ. Je dirais simplement que les cas les plus fréquents que nous rencontrons aujourd'hui sur Nantes,
dans les affaires qui nous occupent toutes les semaines, ce sont les licenciements abusifs et nuls ou nuls, les prises d'actes qui reviennent, prises d'actes après démission, elles reviennent. Je pense que c'est une volonté des défenseurs syndicaux. Dans la mesure où elles reviennent, elles sont à la limite de la prescription. Mais elles reviennent. Et nous avons beaucoup de demandes au sujet de l'exécution déloyale, le harcèlement moral et autres. Et la nouveauté, la promesse d'embauche. Certains parmi nous, dans les chefs d'entreprise, font des promesses d'embauche. Et elles nous reviennent comme un boomerang. Donc, si vous pouviez passer un message sur les promesses d'embauche, pas question de les voir, ce serait parfait parce que c'est difficile à traiter. C'est très difficile à traiter et même le code du travail n'est pas très clair là-dessus. Une autre chose, un nouveau gadget depuis quelques mois, tout au moins à Nantes, c'est le fameux document unique. Le document unique aujourd'hui, c'est jackpot. C'est la tirelire, très défendue par la CFDT et la CGT, document unique. Il faut peut-être expliquer à tous lorsque vous pourrez, mais je sais que vous le pourrez et vous le ferez, il faudra expliquer à tous nos collègues que le document unique n'a pas de sanction prévue par le Code du travail. Il a l'obligation d'exister, mais il n'y a pas de sanction. La sanction est pénale si d'aventure il y a un grave accident et pour lequel le document unique n'a pas été tenu à jour ou quelque chose. Mais c'est un dada aujourd'hui et on l'a pratiquement toutes les semaines chez nous, notamment en activités diverses, j'ai pu le constater. On en a, c'est très souvent demandé et c'est une des questions qui vient à l'écoute des plaidoiries. C'est une question qui est posée une fois que les plaidoiries sont effectuées. Donc, c'est un petit gadget, mais il faut qu'on reste prudent là-dessus. On peut l'échanger, mais on ne peut pas le monnayer. Très bien. Merci beaucoup. Merci de m'avoir attendu. merci beaucoup, Monsieur Briel. Merci, Monsieur Rondeau. Merci aux conseillères, effectivement, qui ont réagi et qui nous ont présenté leur expérience. S'il y a des questions complémentaires, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser, à me les poser à moi directement et je relayerai bien sûr aux différents intervenants. Je vous adresserai à tous ceux qui sont inscrits effectivement le support. Vous y retrouverez un ensemble d'éléments et sur lesquels vous pouvez aller voir les éléments complémentaires. Voilà. Des éléments complémentaires par rapport à ce qu'on a pu développer aujourd'hui. Et bien sûr, si vous êtes intéressé par une prise de mandat, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai à vos questions. Je vous le redis, même s'il n'y a pas de poste disponible actuellement par rapport à votre situation, clairement, nous gardons les candidatures pour une potentielle candidature dans 2, 3 voire 2 ans ou plus. Donc voilà. Merci à tous et merci Madame Bellard d'avoir introduit le club et d'avoir été partenaire de ce rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour votre motivation et implication. Bonne journée. Également.